Et au fur et à mesure que le savoir s'est accumulé, bien entendu, on a changé. On s'est rendu compte, au bout d'un certain moment, qu'il y avait, parce que c'était mal décrit au départ, qu'il y avait des troubles de la coagulation très importants. On a commencé, c'est d'abord les réanimateurs qui l'ont vu, puis ensuite, nous, on s'est rapidement mis à anticoaguler les gens. On s'est rendu compte que les marqueurs de la coagulation étaient des marqueurs de pronostic extrêmement importants. Après, il y a eu les premiers travaux qui sont sortis de Chine encore sur les autopsies qui montraient que ce qu'on prenait souvent pour des pneumonies, en réalité, c'était des embolies pulmonaires multiples et que c'était des lésions d'infarctus du poumon et non pas de pneumonie, ce que l'on voyait. Les Chinois avaient publié aussi qu'il fallait faire des scanners low dose, sur lesquels je me suis déjà prononcé. Je pense qu'on a beaucoup de retard. J'espère que ça fait partie des projets du nouveau gouvernement d'augmenter les équipements. On a besoin de beaucoup plus de scanners. On a un sous-équipement absolument terrible dans ce pays de scanners pour remplacer les radiothorax par les scanners low dose à terme. Les Chinois avaient publié qu'il y avait au moins la moitié des gens qui étaient dits asymptomatiques, ce qui est une erreur, c'est-à-dire sans signes cliniques identifiables, en particulier respiratoires, si vous voulez, qui avaient des lésions pulmonaires au scanner. On a confirmé ça. D'accord ? Donc ça veut dire, bien sûr, la prise en charge a sans arrêt changé, puisque quand vous avez des gens qui disent est-ce qu'il faut tester les gens asymptomatiques, mais asymptomatiques, de quel point de vue? Est-ce que c'est asymptomatique parce que les gens ne sont pas essoufflés apparemment? Ou est-ce que vous regardez la saturation en oxygène, ce qu'on fait systématiquement? Est-ce que vous regardez les scanners? Et donc, vous ne voyez pas la même chose. Bien entendu, la manière dont vous regardez les gens ne va pas vous dire... Donc, si vous les considérez comme la grippe, si vous voulez, donc la déduction faite de c'est comme la grippe, c'est pas vrai. C'était une autre maladie, et pour le savoir, il faut prendre le temps, il faut les regarder. D'accord ? Il faut commencer, on les examine, on regarde ce qui se passe, on regarde les examens, on lit la littérature de ceux qui en avaient déjà eu 5000 cas quand ça nous est arrivé dessus. D'accord ? Et à partir de ça, on définit une stratégie, pas avant. Oui, en tout cas, moi, c'est ce que nous, on a pensé, c'est ce que nous, on a fait. Voilà. Donc, sur la question de l'évolution, je ne sais pas, je pondère toujours ce que je dis en disant, je ne crois pas au modèle, je ne crois pas à la prédiction. Tout ce par quoi, moi, j'arrive à raisonner, c'est par analogie. D'accord ? Donc, je dis, écoutez, ce qu'il y a de plus proche se passe comme ça, peut-être que ça va se passer comme ça. C'est la seule chose que je peux dire. Donc, vous savez qu'il y avait 6 coronavirus avant. Il y en a 4 qui sont saisonniers. Ils ont bien dû commencer par être autre chose que saisonniers, comme la grippe, si vous voulez. La première grippe, au moins du XXe siècle, elle n'a pas du tout été saisonnière. Elle a duré toute l'année, elle a commencé l'été. C'est la grippe espagnole, si vous voulez. Puis c'est devenu quelque chose qui est rythmé et qui est plutôt, à part quand il y a un nouveau variant, qui est plutôt effectivement saisonnier pour des raisons qu'on ne comprend absolument pas. Ce n'est pas le froid, hein, puisqu'il y en a dans le sud, en Afrique. Pendant des années, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de grippe en Afrique parce qu'ils pensaient que, vous savez, l'influenza, ça veut dire de l'influenza di freddo, l'influence du froid. Donc ça a été décrit, si vous voulez, à la Renaissance comme étant une maladie qui était sous l'influence du froid. Bien sûr, c'était nous qui le décrivions en Europe, et comme chez nous, c'est saisonnier au moment où le froid arrive, on pensait que c'était une maladie liée au froid. Mais il y en a autant dans les pays chauds, même plus. Et dans la zone intertropicale, il y en a toute l'année, et un peu plus pour l'Afrique que je connais, un peu au moins, l'Afrique de l'Ouest. Il y en a plus pendant la saison des pluies, au contraire. Donc on ne comprend pas bien ces rythmes saisonniers, mais chez nous, c'est vrai qu'il y a une saisonnalité. Tous les virus respiratoires n'ont pas la même saisonnalité. Je vous parlais de para-influence des 3, c'est le printemps et l'automne. Ce n'est pas l'hiver. D'accord ? Donc, si par analogie, vous me forcez à dire, écoutez, à quoi ça va ressembler, je dis, analogiquement, le SARS, le premier, hop, il y a eu une pique et puis ça s'est arrêté en juillet. Tant il n'y a plus de cas du tout, et il n'y en a plus depuis. D'accord ? Les autres coronavirus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, probablement on n'a pas su quand, parce qu'on les a découverts un peu par hasard, les autres coronavirus endémiques, eh bien, il y a probablement une diffusion qui s'est faite un peu partout dans le monde, parce que lui est partout, hein, on le trouve partout, on le trouve en Afrique, on le trouve partout, hein, et en Chine, et donc il s'est installé maintenant durablement avec nous, et il a une épidémie saisonnière avec quelques cas sporadiques pendant le reste de l'année. Et donc, c'est les 2 modèles que je connais de coronavirus. Donc, si vous me demandez, je dis, écoutez, voilà, bon, les modèles que je connais, c'est ceux-là. Donc, il y a une chance que ça ressemble au modèle qu'on connaît déjà, mais peut-être que ça sera quelque chose de totalement différent, parce que c'est une autre maladie, c'est une nouvelle maladie. Et là, en plus, il est en train de se passer des choses que moi, je n'avais pas vues, décrites en tout cas avec les coronavirus, c'est la vitesse de mutation qu'il a actuellement. Et donc, je ne sais pas ce qu'il va devenir.
Merci. Vous avez parlé, professeur, avant de donner la parole, s'il le veut bien, à Bernard Jomier, de vitesse de mutation. Ce matin, on nous a dit qu'il semblait que le virus ne mutait pas. Je ne sais pas qui a quoi. Moi, je sais ce que j'ai moi. Donc, je pense qu'on fait plus de séquences que n'importe qui. Donc, on fait énormément de séquences. Et dans des conditions, d'ailleurs, je suis obligé de faire venir les gens le week-end pour pouvoir continuer à faire les séquences. Donc, on a fait à peu près 500 séquences de virus depuis juillet parce qu'on était étonné de voir la forme que prenaient les cas cliniques et l'épidémie depuis juillet. Elle paraissait différente. Donc, on avait... Et dès le départ, on a trouvé un mutant qu'on a appelé Marseille, qui est assez... C'est online, hein, vous pouvez les regarder, qui est assez... qui présentait plus de mutations que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait 23 mutations par rapport à la souche de Wuhan. Donc, on pensait que réellement, celui-là, on a tracé sa source. C'est-à-dire, il est venu du Maghreb, sur les bateaux. Et tous les premiers cas ont été vraiment liés à ça. Et ensuite, il y a une diffusion qui s'est passée dans l'environnement. On a eu 100 cas de ce virus-là. Actuellement, ce virus-là a à peu près disparu depuis août. Et on pensait que c'était lui qui avait pris le truc. Et on a maintenant 7 mutants. Et celui qui est le plus actif actuellement, c'est celui qu'on a appelé 4, où on a 60 cas du 4. Et globalement, si vous voulez, si vous regardez le nombre, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la même chose. Moi, je vous assure, c'est des données, je viens de les écrire, ces données. Vous n'avez qu'à les regarder, elles sont online, parce qu'on met, effectivement, c'est une autres sections, on met tout online maintenant, en particulier dans des situations épidémiques, pour que tout le monde puisse en profiter. Si on regarde, nous, tous les virus que nous avons eus jusqu'en mai, et qu'on regarde si vous regardez sur notre site, vous le verrez, on a beaucoup réfléchi pour le représenter de manière qui est visible, c'est-à-dire sur un cercle, le degré de variation par rapport à la souche initiale. Si vous regardez la différence entre les différentes souches que nous avions par rapport à la souche initiale, elle donnait un cercle d'un diamètre X. Si vous regardez maintenant ce que nous avons depuis juillet, ce diamètre a été multiplié par 10, c'est-à-dire la variabilité des virus que nous avons maintenant. Les virus que nous avons maintenant sont présentent entre eux 10 fois plus de variations que les virus que nous avions jusqu'en mai. D'accord ? Et c'est des variations qui sont très intéressantes parce que ce sont des variations qu'on voit dans la dégradation des génomes en général. C'est-à-dire, c'est des variations, vous savez qu'il y a 4 bases dans les génétiques qui sont ATGC pour l'ADN et pour les virus ARN. À la place d'un T, vous avez un U. Et donc, la dégradation de C vers U normalement est réparée parce que la plupart du temps, elle est délétère. Et donc là, ce qu'on voit majoritairement, c'est des mutations de T vers U qui traduisent soit l'effet d'une enzyme qui est bien connue chez les humains qui s'appelle ApoB, qui a l'habitude de couper les virus. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que ce virus s'est répandu, il est arrivé des formes qui permettent la transformation de C vers U, soit il se passe quelque chose dans ce virus qui permet ça. Mais ce que je peux vous dire, alors ça on l'a aussi étudié, peut-être que Delfrécy ne l'a pas vu encore, mais moi je l'ai vu parce qu'on a envoyé le papier. On a comparé 100 cas à partir de juillet et 100 cas avant pour regarder quel était le degré de leurs troubles de coagulation. Et donc ils ont beaucoup moins de troubles de coagulation, ils sont moins sévères et la mortalité est plus faible. Donc il se passe quelque chose avec ce virus qui en fait quelque chose de différent. Voilà. Et donc, moi je regrette, vous voyez, qu'on vous dit ça, parce que moi j'ai téléphoné au conseiller du ministre pour lui dire et pour lui donner les données. Hein. Donc la question que vous me posiez, moi toutes les semaines, je téléphone à Antoine Tesnière, qui est le conseiller du ministre, pour lui dire, écoute, je vais parler de ça, voilà ce que nous avons, si vous voulez les données, vous les avez. Donc je reste à l'intérieur d'une démocratie où je partage mes résultats, mais je les partage ensuite avec la planète entière. Et 100 cas, permettez-moi d'insister, parce que l'affaire me semble d'importance. 100 cas comparés, oui, entre avant et après le mois de mai, c'est suffisant pour... Ah ben, je ne sais pas ce que vous appelez suffisant, globalement. Moi non plus. Moi non plus. Non, mais globalement... Est-ce suffisant pour affirmer, oui, il y a mutation? Ah non, mais ou c'est constaté? La mutation, ça n'a rien à voir avec ça. La mutation, c'est un truc qu'on constate dans le virus. Donc nous, on a fait 500 séquences de génomes viraux. D'accord. Donc là, de juillet-août, c'est visible. On voit, à la place d'avoir cette base, vous avez cette base. Quoi, hein.
on s'est rendu compte, nous et d'autres, qu'on pouvait séquencer directement les virus avec les nouvelles... Bien devant le micro, s'il vous plaît, on peut séquencer les virus maintenant directement en dehors sans avoir besoin de les cultiver, bien qu'on les cultivait beaucoup. Mais pratiquement, chez tous ceux qui ont moins de 20 CT, on peut avoir le virus entier dans les 8 heures qui suivent, le génome entier dans les 8 heures qui suivent. Donc, si vous voulez, de pratiquer des génomes, quand on a tout, encore une fois, hein, c'est-à-dire on a le prélèvement, on voit que les CT sont bas, on peut les envoyer en séquence, et puis on a, nous, un mécanisme d'analyse des séquences qui nous permet de voir ça. Voilà. Sur les mutations, donc vous aviez des précisions demandées par... Les mutations, bien sûr, les virus, tout mute tout le temps. Voilà, c'est comme ça. À chaque fois, en réalité, les mutations, c'est lié au fait que vous faites une copie de quelque chose. Et quand vous faites une copie, il y a des erreurs. D'accord ? Mais les copies d'ADN, il y a assez peu d'erreurs. En moyenne, il y a une erreur par million de copies. Donc sur 1 million de bases, la TGC, il y en a 1 million qui présentent une mutation. Dans nos génomes, dans ceux des bactéries, l'ARN, là c'est un virus ARN, il y a 100 fois plus de mutations, une pour 10 000 à peu près, ou une pour 20 000 ou 30 000, ça a été estimé, c'est estimé en général, et pour ce virus-là, c'est estimé à être 1 pour, je sais pas, 30 000 ou 40 000. Donc ces mutations-là, parfois, sont des mutations dont on ne voit pas, qu'on appelle synonymes, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas un changement d'acide aminé, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne changent pas. Des domaines de la science actuelle, c'est que parfois ça ne change pas d'acide aminé, mais ça change ce qu'on appelle la fitness, la capacité de se multiplier du virus. Parfois ça change un acide aminé. Les mutations qu'on a observées, il y en a quelques-unes qui se trouvent dans la protéine spike, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est une des molécules qui fait vraiment la spécificité de ces coronavirus. Il y a des mutations qui se trouvent dans la nucléocapside, c'est-à-dire dans le premier antigène. Et c'est les deux grands antigènes, si vous voulez, que nous reconnaissons quand on a une réponse immunitaire. C'est la nucléocapside, mais qui a beaucoup de points communs avec tous les autres coronavirus. C'est pour ça qu'il y a des réactions croisées, peut-être des protections croisées. Et puis la protéine spike, qui est relativement spécifique, là aussi, de temps en temps, dans lequel on a une mutation. Donc ce que nous, on compte et ce qu'on regarde, c'est le nombre de mutations qui sont survenues par rapport au virus souche. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a des mutations, mais globalement, on avait l'habitude qu'il y ait en moyenne 9 à 10 mutations par rapport au virus souche pendant la première partie, c'est-à-dire qui allait dans les souches que nous avons eues entre mars et mai. D'accord ? Dans cette deuxième partie, le nombre de mutations par souche par rapport à la mutation mère, par rapport à la souche mère, est 10 fois plus étendue. Il y a beaucoup plus de mutations que ce que nous en voyions avant. Et ça, il y a plusieurs clones qui sont comme ça, et qui ont donc une distance. On mesure la distance en regardant le nombre de mutations par rapport à la souche primaire, si vous voulez. Et donc, ça veut dire que la distance par rapport à la souche primaire est plus importante maintenant que ce qu'elle était avant. Merci pour ces précisions. Alors, on va